merci d'être avec nous ce matin. Je le disais, nouvelle présidente déléguée du groupe l'AREM, on va en parler dans quelques instants. Mais d'abord, bien sûr, cette situation qui semble se détériorer à nouveau sur le front du Covid-19. On parle notamment de la région Île-de-France qui pourrait passer, elle aussi, en zone d'alerte maximale avec fermeture des bars et restaurants, notamment à cause de l'incidence, plus de 250 cas révélés sur 100 000 personnes. Est-ce que c'est finalement le scénario auquel il faut s'attendre? Vous êtes une élue de la région Île-de-France. Alors, il n'y a pas de scénario. Ce qu'il y a, c'est qu'à un moment, on mesure tout simplement la manière avec laquelle le virus continue de se propager. Et si on voit qu'il y a une propagation qui est trop importante, alors on a un certain nombre de mesures dont on sait qu'elles doivent pouvoir être prises parce qu'on a des lieux où la contamination est plus forte que d'autres. C'est notamment le cas dans des lieux où vous avez du brassage, où vous ne pouvez pas garantir, pour des raisons assez évidentes, le port du masque, notamment dans les bars et dans les restaurants. L'idée, c'est surtout de faire en sorte de ne pas arriver à cette situation. Donc, on continue évidemment, on ne le dira jamais assez, à respecter les gestes barrières. C'est parce qu'on les respectera que, justement, nous ne serons pas contraints de devoir fermer des établissements. Olivier Véran doit s'exprimer demain, comme il le fait désormais chaque semaine. Est-ce que vous attendez, que ce soit en Île-de-France d'ailleurs ou dans d'autres régions françaises, à un durcissement ou un allègement des mesures demain? Un allègement, je ne le pense pas, au regard de toute façon de la circulation du virus. Après, on a déjà eu un durcissement en Île-de-France, à la fois à Paris et dans les autres départements franciliens. L'idée, c'est aussi d'accepter de faire du cas par cas, parce que tout simplement, encore une fois, la circulation n'est pas la même en Bretagne, en Franche-Comté ou en Île-de-France. Et donc, c'est justement par rapport à ça et en fonction de ce qui se passe dans chacun des départements français, puisque les préfets peuvent prendre des décisions qui sont dans chaque département, que l'on peut arbitrer. Alors Jean Castex a annoncé hier que notamment les bars et les restaurants continueraient à bénéficier des mesures de chômage partiel à 100% jusqu'à la fin de l'année. Pourtant, il y a un vent d'incompréhension, voire de révolte chez certaines personnes, notamment à Marseille et à Aix-en-Provence, qui sont frappées, eux, par une interdiction totale de l'ouverture des bars et des restaurants. Est-ce qu'il n'y a pas, malgré ce que vous dites avec l'intervention des préfets, l'impression que tout est décidé à Paris sans concertation des élus locaux? On l'a vu notamment à Marseille. Vous savez, en matière de santé, à un moment, il faut évidemment être en capacité de faire du cas par cas, c'est-à-dire en fonction de la situation dans chacun des départements, voire dans chacune des métropoles. Mais à un moment, vous savez, si la décision n'est pas prise, on se retournera vers qui? On se retournera vers l'État en disant que l'État a été défaillant. Et donc, on n'a pas d'autre choix à un moment que d'avoir des mesures sanitaires strictes. Ça fait plaisir à personne de prononcer la fermeture administrative d'un bar ou d'un restaurant. On aurait évidemment préféré ne pas avoir besoin de le faire. Mais si l'État ne le fait pas, alors l'État sera jugé défaillant si on a plus de propagation du virus, si on a plus de personnes sur des lits de réanimation, si on a des médecins qui doivent faire des arbitrages entre des opérations qui sont reportées, parce qu'il faut préserver des lits de réanimation pour les patients du Covid. Mais l'État a forcément raison contre, par exemple, la maire de Marseille ou le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui considère que ces mesures ont été beaucoup trop sévères à l'endroit des personnes concernées. Je crois que l'État surtout s'appuie sur des données et que ces données-là, elles ne sont pas contestables. Et d'ailleurs, quand vous regardez ce que vous disent les responsables des hôpitaux marseillais, ils voient bien qu'à un moment, vous avez une explosion du nombre de personnes qui, aujourd'hui, à la fois sont testées positives, mais surtout entrent à l'hôpital. On ne peut pas prendre le risque de se retrouver dans un niveau de saturation. Et on voit bien que d'autres pays européens ça, y sont que les élus le notamment en Allemagne. même lorsqu'ils ne sont pas d'accord. Je me doute que certains élus font aussi de la politique. Je me doute qu'en effet, il peut y avoir parfois de la démagogie. La démagogie. Oui, je pense. Encore une fois, je pense que les mêmes élus nous reprocheraient dans 2 semaines, 3 semaines ou 1 mois de ne pas avoir pris ces décisions de fermeture si jamais, malheureusement, on avait tout d'un coup une explosion du nombre de cas ou qu'on avait une saturation des hôpitaux en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors, l'une des conséquences majeures de la crise du Covid, c'est évidemment la crise économique. Le Secours populaire, notamment, annonce ce matin une explosion du nombre de personnes qui viennent bénéficier de ces services. La pauvreté augmente très fortement. Est-ce qu'il n'y a pas une part de méthode Coué dans le discours du gouvernement qui dit, finalement, avec le plan de relance, les choses vont s'arranger, la dette, la croissance permettra de la rembourser? Est-ce qu'on n'est pas, malgré tout, dans un marasme assez profond qui s'installe et que le gouvernement n'arrive pas à juguler? Alors, personne ne dit qu'il n'y aura pas, au moment de l'année, pour l'année 2020, évidemment, une crise économique majeure. On l'a dit, on l'a anticipé, et c'est la raison pour laquelle on a eu 3 plans de finances rectificatifs qui ont permis de venir soutenir. Il n'y a aucun autre pays au monde. De la pauvreté. Mais il n'y a aucun autre pays au monde qui met en place du chômage partiel dans ces conditions-là. On a presque nationalisé les salaires pendant la crise pour permettre aux entreprises de continuer à vivre, pour permettre le maintien de l'emploi. Après, on a eu une situation qui a été aussi très compliquée pendant la période de confinement.
On l'a vu dans un certain nombre de quartiers où on savait que la situation elle était très tendue, socialement notamment. C'est Vous la raison considérez pour que ça laquelle... s'améliore maintenant, Aurore C'est la Berger? raison pour laquelle on a aussi débloqué les aides d'urgence. Moi, je me souviens de la polémique avec certains élus qui considéraient qu'il ne fallait pas qu'on augmente des aides d'urgence, notamment aux familles les plus précaires. Mais si on a augmenté ces aides d'urgence, c'est tout simplement parce qu'on avait des familles qui, du fait de la crise, avaient des difficultés pour pouvoir s'alimenter, pour pouvoir nourrir leur famille. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, il y a à la fois des mesures d'urgence au cœur du confinement et de la crise, et il y a des mesures d'accompagnement, 100 milliards d'euros. Mais est-ce que vous sur le plan de partagez relance. l'optimisme de Bruno Le Maire, par exemple, qui considère que cette crise, on finira par la Mais je crois qu'on n'a vaincre? pas d'autre choix que d'être optimiste si on a envie à un moment d'arriver à juguler la crise. Et je crois d'ailleurs que les chefs d'entreprise et les Français le sont aussi parce qu'ils savent qu'on n'a pas d'autre choix qu'ensemble réussir à la surmonter. Le mot que l'on va beaucoup entendre à la fin de cette semaine, dans quelques heures maintenant, c'est celui de séparatisme. Pourquoi? Parce que le président de la République, Emmanuel Macron, va prononcer un discours au Mureau, dans les Yvelines, où il va évoquer ce séparatisme, mais sans le nommer vraiment. C'est d'ailleurs ce que lui reprochent certains. C'est quoi le séparatisme exactement? Je crois qu'il n'y a pas du tout d'ambiguïté dans la parole du président de la République. Le fait qu'il aille au Mureau, une ville que je connais bien dans les Yvelines, ça rejoint aussi le propos qu'on avait juste avant. C'est parce qu'on a aussi parfois des crises sociales majeures que la République, malheureusement, elle n'est pas toujours au niveau. Et quand la République recule, eh bien, on a des communautarismes qui, eux, progressent. Et c'est ça qui se passe dans un certain nombre de nos quartiers, où on a du séparatisme, c'est-à-dire qu'on va séparer les croyants des non-croyants, qu'on va séparer les hommes des femmes. C'est à la fois dans la vie associative, malheureusement, dans les associations de soutien scolaire, c'est dans la vie associative sportive, où on a un certain nombre d'alertes qui sont extrêmement importantes. Il n'y a pas de difficulté à nommer les choses et à dire qu'il y a notamment un petit peu tout de même, parce que vous ne nommez pas la religion qui est ciblée en particulier, à savoir l'islam. C'est pas une religion. Lorsque vous parlez qui est ciblée. de séparation des hommes et des femmes, de tensions dans certains quartiers, est-ce que vous vous adressez à toutes les religions ou c'est une en particulier? Déjà, je ne m'adresse pas aux religions. Ouais. Je m'adresse aux Français. Et d'autre part, ce n'est pas la question d'une religion, c'est la question de l'islamisme. Donc, ce qui n'est pas la même chose. Les Français qui sont pratiquants musulmans, ce n'est pas eux qui posent un problème dans notre pays. Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté de ce point de vue-là. Ce qui pose problème, c'est quand on a du séparatisme islamiste, c'est-à-dire qu'au nom d'une religion, on considère que c'est la loi de cette religion qui doit surpasser les lois de la République. C'est ça qui est intolérable et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à juguler. Je le disais au début de cette émission, vous êtes la nouvelle présidente déléguée donc, de La République En Marche. Et pourtant, il y a une semaine, du groupe parlementaire de La République En Marche, c'est très important. Et pourtant, il y a une semaine, vous claquez la porte des instances dirigeantes de ce même parti, avec notamment Pierre Persson, qui en était le numéro 2. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'intervalle d'une semaine? Je n'ai pas claqué la porte. Non, mais vous Rassurez-vous, la scène ne s'est pas passée comme ça. Vous n'êtes plus dans les instances dirigeantes du parti. C'est juste qu'à un moment, on peut avoir des désaccords politiques et que ces désaccords politiques, il faut parfois les assumer. Et moi, j'avais un désaccord sur la méthode. Ouais. Voilà. Par contre, ça n'empêche pas de travailler ensemble et de se rassembler. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs au sein du groupe parlementaire. Je vais vous citer, Aurore Berger, le malaise est profond. Nous ne savons plus qui nous sommes et ce que nous portons. C'est ce que vous avez dit la semaine dernière. Et néanmoins, vous êtes maintenant présidente déléguée du groupe majoritaire. Il nous reste 18 mois. C'est ça le sujet, c'est qu'il nous reste 18 mois aujourd'hui pour démontrer aux Français qu'ils ont eu raison en 2017, pour démontrer aux Français qu'il y avait une autre voie politique qui était possible dans ce pays, qu'on n'était pas obligé en permanence d'être envoyé à des clivages gauche-droite où tout le monde, en 2016 et 2017, nous disait qu'ils étaient archaïques. La question, c'est est-ce qu'on arrive à en faire la démonstration que c'est efficace, que la politique qu'on mène sur le plan de relance, sur la question écologique, sur la question démocratique, moi je pense qu'elle porte ses fruits, mais je pense qu'il faut qu'on démontre dans les 18 mois, contrairement à d'autres quinquennats, qu'on ne fait pas un revirement à 180 degrés d'une part, d'autre part surtout qu'on n'arrête pas de réformer ce pays, ce qui a malheureusement souvent été fait en fin de quinquennat, où on avait le sentiment d'une petite pause pour préparer des élections présidentielles. Je pense qu'au contraire, il faut qu'on reste en mouvement. Non, il n'y aura pas de pause. Bon, eh bien on vous a entendu. Merci beaucoup, Aurore Berger.